Je m'appelle Stéphane Courtemanche, j'ai 37 ans, je suis agriculteur sur la commune de Sailly-sur-Bray dans le Loir-et-Cher. Je ne pensais pas qu'un jour j'allais me retrouver sur l'affiche des rendez-vous de l'histoire. Comment nourrir les hommes sans détruire la planète? Alors que nous serons 9 milliards en 2050, Sylvie Brunel, géographe et écrivain, apporte des éléments de réponse. Bonjour Sylvie Brunel. Bonjour Pauline. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors selon un rapport des Nations Unies, publié dernièrement, près de 900 millions d'hommes souffrent actuellement de la faim dans le monde. Comment est-ce possible qu'autant de personnes souffrent encore de la faim dans le monde ? Vous savez, la production alimentaire mondiale n'a rien à voir avec le nombre des mal nourris. Les mal nourris, ce sont ceux qui n'ont pas de pouvoir d'achat. Ils vivent en majorité dans les campagnes et sont trop pauvres pour être des consommateurs. Et est-il possible d'éradiquer la faim dans le monde ? Chaque fois qu'un pays a misé sur l'agriculture, chaque fois qu'il a investi dans la petite agriculture familiale paysanne, les résultats ont été extraordinairement rapides. Alors, en 2050, nous serons 9 milliards d'hommes sur la planète. Pour que tout le monde puisse manger à sa faim, certains disent qu'il faut produire plus, d'autres autrement. Quels changements sont à votre avis indispensables ? Nous devons mettre en œuvre ce qu'on appelle une agriculture de précision, c'est-à-dire que toutes les agricultures doivent être mobilisées, pas seulement l'agroforesterie, mais aussi les grandes cultures, pas seulement l'agriculture de proximité, mais aussi les grands échanges internationaux, parce qu'il y a des pays structurellement déficitaires, comme le Maghreb ou le Proche et le Moyen-Orient. Mais c'est possible de nourrir le monde, nous avons les moyens de le faire, simplement, il faut produire plus avec moins, donc mieux. Et alors dans ce cas, faut-il changer notre modèle agricole ? Vous savez, notre modèle agricole il est déjà en train de changer. Après la Seconde Guerre mondiale, ce qu'il fallait, c'était produire beaucoup pour nourrir le monde. On ne s'est pas vraiment préoccupé des moyens. Et c'est pourquoi on a mis en œuvre cette agriculture dite productiviste. Aujourd'hui, il y a une véritable mutation dans toutes les campagnes du monde. Et particulièrement en France, les coopératives agricoles sont en train de mettre en œuvre une révolution écologique que le grand public ne connaît pas. Ce qui fait qu'ils continuent à accuser les agriculteurs, à mon avis, souvent à tort. Dans votre dernier ouvrage, Géographie amoureuse du maïs, vous dites que le maïs peut sauver le monde. Mais alors pourquoi, selon vous, le maïs peut sauver la planète ? Alors d'abord, il y a beaucoup de plantes qui peuvent sauver la planète. Il n'y a pas seulement le maïs, les céréales, le blé, le riz, le maïs sont essentiels. Ce qui m'a surpris, c'est que le maïs est classé comme céréale secondaire, contrairement au blé et au riz, alors qu'en Afrique et en Amérique latine, c'est la première céréale antifamine. C'est pourquoi j'ai voulu faire ce livre pour réhabiliter le maïs. Mais évidemment, même s'il a beaucoup de vertus, je ne pense pas qu'à lui seul, il va sauver la planète, mais il va y contribuer. Merci Sylvie Brunel. Merci Pauline. Dans la mini-ferme installée sur le parvis du Château Royal, Cyril Bautru, jeune agriculteur de Loir-et-Cher, nous parle de l'évolution de sa profession et de ses enjeux. Agriculteur, mais pas seulement. Cyril Bautru, secrétaire général des jeunes agriculteurs de Loir-et-Cher, nous explique comment, en quelques années, il est devenu un entrepreneur à part entière. Le plus gros du boulot, bien sûr, c'est l'élevage, c'est s'occuper de ses animaux. Et puis à côté de ça, ayant 3 salariés, donc c'est de la gestion de personnel. Et puis en plus de ça, c'est toute la gestion administrative, la gestion financière de l'entreprise, les achats, les reventes. Sur son exploitation de 230 hectares, il élève des bovins, des vaches laitières et cultive les céréales. Mais pour diversifier ses productions, l'agriculteur a dû s'endetter. Aujourd'hui, pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions, il faut investir assez fortement dans des bâtiments, dans du matériel agricole pour travailler et faire évoluer facilement son entreprise. Désormais, il est à la fois gestionnaire, technicien et agent commercial. Cyril Bautru n'en oublie pas pour autant la base de son métier. Il faudra qu'on continue à travailler avec des bons produits, de travailler en minimisant nos charges. Et il faudra être de plus en plus gérant d'entreprise que simple agriculteur, je pense. Pour ce jeune agriculteur, il faudra donc trouver l'équilibre entre la terre et le côté gestionnaire. 1870-1970, le grand chambardement. Déambulation avec Gilles Luneau, écrivain et journaliste spécialiste du monde agricole. Bonjour Gilles Luneau. Bonjour. Ma première question, pour vous, quelle est la différence entre un paysan et un agriculteur ? Pour moi, la différence essentielle, c'est un rapport, on va dire, à son environnement, à son écosystème. Un paysan prend en charge, on va dire,
tout ce qui interfère sur son activité. Donc il est attentif à l'environnement, à la qualité de ce qu'il met dans le sol, à la qualité d'élevage, voilà. Alors que l'agriculteur, c'est plutôt synonyme de la spécialisation industrielle. On s'arrête un instant sur cette affiche. Que vous inspire-t-elle? On voit le nitrate de soude au chimie. Ah, elle me fait sourire et en même temps c'est un sourire, on va dire, doux amer parce que c'est la grande désillusion. Ça fait rêver à des lendemains qui chantaient juste avec de la chimie. On s'affranchissait de toutes les contraintes de la nature, on n'avait plus qu'à mettre des produits chimiques et le monde allait être meilleur. Merci Gilles Luneau de nous avoir suivis au long de cette exposition. Merci à vous. Des tables garnies de nourriture, des convives en costume d'époque. 250 personnes ont goûté au festin de la Renaissance vendredi soir au château de Blois. Une reconstitution historique, grandeur nature. En l'espace d'une soirée, le château de Blois a remonté le temps jusqu'au XVIe siècle. La Renaissance, sa belle musique, ses beaux costumes et surtout ses festins démesurés. C'est quoi que vous êtes en train de manger ? Eh bien, ce sont des fondants d'artichaut avec une petite farce et puis du saumon ainsi que des choux-fleurs. Et même si quelques anachronismes nous ramènent à la réalité temporelle, le menu préparé par 25 étudiants en hôtellerie est un sans faute historique. Dans l'ensemble, oui, on essaye de se rapprocher de l'original, enfin de l'imaginaire en fait, qu'on pourrait en avoir. Ça devient presque pantagruélique, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup, on fait bombance. 20 kilos de courges, 25 kilos de coin, une quinzaine de plats différents, bref, pas de quoi effrayer les convives. C'est copieux, mais on trouve toujours une place quand c'est bon. Pour les gros appétits, le festin de la Renaissance n'aura donc pas failli à la règle. Manger, manger et encore manger. À l'affiche de cette journée, la conférence de clôture à 17h, l'hommage au paysan d'Éric Orsena, président des Rendez-vous de l'Histoire 2012.